Bienvenue à tous et bienvenue à la série de conférences de Cancer de l'ovaire Canada. Je m'appelle Elisabeth Bonneau, coordonnatrice régionale du Québec chez Cancer de l'ovaire, et je suis ravie d'être votre modératrice aujourd'hui. Les nombreuses personnes qui se joignent à nous aujourd'hui habitent et travaillent dans l'île de la Tortue, un territoire que nous appelons aujourd'hui Canada. Nous reconnaissons et respectons le fait qu'il s'agit du territoire traditionnel de plusieurs communautés des Premières Nations, Inuits et Métis. Nous sommes déterminés à faire tout ce que nous pouvons à favoriser la prestation de soins culturellement sécuritaires pour toutes les personnes touchées par le cancer de l'ovaire et à profiter de notre position privilégiée en tant qu'organisme de bienfaisance pour répondre aux appels à l'action présentés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada plus particulièrement. Avant de commencer, quelques précisions d'ordre administratif. Nous vous encourageons à poser des questions en utilisant la boîte questions-réponses au bas de votre écran. En utilisant cette fonction, nous pourrons voir vos questions et les partager avec notre conférencière. Si vous pouvez utiliser le chat, sinon. Prenez note que Claudia ne sera pas en mesure de répondre à des questions d'ordre médical qui concernent votre cas en particulier. Les conférenciers peuvent répondre à des questions d'ordre général sur le sujet. Nous enregistrons la séance d'aujourd'hui et elle sera disponible sur le site web de Cancer de l'ovaire Canada dans notre bibliothèque des ressources virtuelles au cours des prochains jours. Alors maintenant, commençons. Je suis heureuse d'accueillir Claudia Belland, qui a débuté sa carrière comme infirmière en 1997, d'où elle a touché diverses spécialités de la profession en pratiquant aux soins intensifs, en salle d'urgence et en salle de réveil dans plusieurs hôpitaux de la province, à l'international et dans le Grand Nord québécois. Passionnée par la globalité du corps humain, elle entreprend par la suite ses études en ostéopathie au CEO où elle obtient son diplôme en 2012 en complétant ses études postgraduées du programme de Clinica et plusieurs cours spécialisés. Claudia a participé à plusieurs formations continues en obstétrique, gynécologie et endocrinologie et elle a complété une formation de plus de 40 heures sur la prolapsus pelvien. Elle fait partie du corps professoral du CEO de Montréal depuis 2017 et elle enseigne en urogynécologie et obstétrique. Elle enseigne également auprès des médecins spécialistes et d'autres intervenants et ostéopathes et dans un programme de spécialité en urogynécologie obstétrique. Elle est membre d'Ostéopathie Québec ainsi que de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Alors, sans plus tarder, Claudia, je te cède la parole. Bonsoir tout le monde. Quel grand plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je pense que Elisabeth, ça sonne bien. Tout est beau. Parfait. Euh, En fait, je me sens vraiment privilégiée d'être avec vous ce soir. L'objectif de la conférence, ça va vraiment être un peu de démystifier l'approche ostéopathique pour une problématique, une pathologie comme le cancer de l'ovaire. J'ai préparé une présentation PowerPoint que je vais partager avec vous. Donc, je vais juste prendre quelques secondes pour ouvrir le partage d'écran. Donc, ça s'en vient. Voilà, ça fonctionne. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je pense qu'on peut utiliser le chat. Il y a aussi la petite main levée. Je ne sais pas si on la voit, mais je me demandais si juste peut-être dans le chat ou à main levée, je pourrais un peu rapidement voir qui parmi vous connaissez déjà l'ostéopathie, par exemple. Levez votre main, ceux qui ont déjà consulté un ostéopathe. Donc, on en a quatre. Bon, il y a à peu près 5 mains levées, donc c'est peut-être pas une pratique qui vous est si familière que ça. Donc, le but aussi de la soirée, c'est un peu de démystifier ce que c'est que l'ostéopathie pour que vous puissiez comprendre les bienfaits que ça peut vous apporter, puis un peu les raisons de consultation, parce que c'est vague, hein. Des fois, on entend ostéo, il y a des gens qui pensent que c'est pour les os, il y a des gens qui pensent que c'est seulement pour les douleurs musculo-squelettiques. Donc,
Moi, dans ma pratique, finalement, maintenant, je vois presque seulement des femmes, donc je vois beaucoup, beaucoup de santé des femmes avec des problématiques très variables. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment on travaille en santé des femmes avec l'approche ostéopathique. Si en cours de route, vous avez des questions, vous pouvez toujours les écrire dans le chat, comme Elisabeth vous disait. Vous pouvez aussi lever la main. En tout cas, moi, je suis ouverte avec tout mode de communication possible. On peut aussi garder les questions pour la fin, là, c'est comme vous voulez. Donc, je vois que le PowerPoint est bien vu. Parfait. Donc, je vais juste changer la diapo si ça veut changer. Petit problème, la diapo ne veut pas changer. Ah, je l'ai. OK. Donc, qui suis-je? Ben ça, je pense qu'Elisabeth a très bien fait la présentation. Il y a des petites données qui sont moins. En tout cas, finalement, je n'enseigne plus maintenant à Montréal au CEO. Ça, j'ai mis une croix là-dessus, mais je suis toujours enseignante à l'international avec mon chapeau d'infirmière ostéopathe pour partager un peu une approche un peu plus spécialisée en santé des femmes à divers endroits en Europe, surtout principalement. Puis, je vais tout de suite entamer la pratique, la conférence en parlant un peu de ce que c'est que l'ostéopathie. Il y en a qui consultent, mais je me fais souvent poser des questions aussi à l'intérieur des consultations. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu touches cette partie-là? Pourquoi on vérifie le crâne? Pourquoi on vérifie les pieds quand je viens pour une douleur, par exemple, dans la région pelvienne? Donc, je vais essayer de vous faire comprendre un peu comment un ostéopathe va évaluer votre corps, puis dans quelles circonstances ça va être important, ça va être bénéfique pour vous. Donc, tout d'abord, je voulais juste préciser un peu les définitions officielles de l'ostéopathie, si on veut. Donc, on dit que c'est une thérapie manuelle. Donc, c'est vraiment avec les mains qu'on travaille. Notre main devient comme l'outil aussi palpatoire. L'outil palpatoire va nous aider à détecter un peu la qualité tissulaire. Donc, chaque tissu devra avoir une bonne qualité quand on a une problématique, une dysfonction, on peut appeler ça une dysfonction. Donc, une rigidité, une zone qui est moins mobile, on va avoir un tissu qui va rester un peu différent du reste de notre corps, donc qui va rester un peu plus, disons par exemple, cartonné ou moins mobile. L'ostéopathe devient un peu expert de la palpation. Puis souvent, il va trouver des zones dans votre corps que vous n'aviez même pas suspecté qui étaient problématiques. Puis quand on va les toucher, on va dire, ah oui, c'est sensible. Comment ça, c'est sensible à cet endroit-là? Je n'avais pas remarqué. Donc, la connaissance de l'ostéopathie est très basée sur l'anatomie et la physiologie du corps. Donc, avec nos connaissances d'anatomie, on arrive bien à voir les chaînes un peu de succession qui pourraient comme entamer des symptômes à distance, par exemple. Donc, je vous donne un exemple, quelqu'un qui tombe sur le coccyx, qui pourrait avoir un petit mouvement un peu disons, du coccyx qui rentrerait un peu vers l'intérieur, un peu comme la queue d'un chien là, quand un chien a peur, qui pourrait tracter et donner, par exemple, des maux de tête. Donc, ça, c'est un exemple très classique qu'on pourrait vous expliquer pour vous dire, ah oui, pourquoi tu travailles mon coccyx si j'ai mal à la tête maintenant? Donc, ce sera un peu une explication des liens anatomiques qui pourraient entrer en ligne de compte puis qui pourraient agir sur un symptôme X. Donc, l'ostéopathe ne va pas nécessairement aller seulement regarder la zone qui est problématique, va essayer d'explorer un peu tout le corps pour essayer de trouver les liens qui pourraient contribuer à ces symptômes. Ça, c'est une des façons de travailler, entre autres. On dit aussi que ben, finalement, si on regarde plus un peu côté formation, selon l'Organisation mondiale de la santé ou le World Health Organization, en 2010, ils ont établi que les critères là, de base pour une formation d'ostéopathe, ça devrait être autour de 2000 heures. Donc, malheureusement, au Québec, il n'y a pas encore d'ordre professionnel au niveau de l'ostéopathie. Donc, moi, par exemple, je suis membre de l'ordre professionnel des infirmières, mais il n'y a pas d'ordre professionnel au niveau des ostéopathes. Donc, ça peut varier ou un peu le niveau d'ostéopathe que vous allez consulter selon où vous êtes localisé. Un repère que vous pouvez regarder si vous décidez d'aller consulter en ostéopathie, c'est de chercher un ostéopathe qui est membre de l'association qui s'appelle Ostéopathie Québec. Donc, Ostéopathie Québec, c'est une association professionnelle qui va s'assurer que les membres, les ostéopathes qui en font partie, ont le minimum d'heures de formation, donc ont un niveau adéquat au niveau des formations. Comme ce n'est pas une approche qui est encore universitaire, ben, en fait, ça vient de changer. Là, il y a un micro-programme qui vient juste d'ouvrir à l'UQAM, donc c'est tout nouveau pour nous. Mais
c'est un micro-programme qui s'adresse aux ostéopathes qui sont déjà gradués. Mais c'est ça. Donc, la formation de base, elle est très variable d'une école à l'autre, d'une région à l'autre. Donc, c'est sûr que si vous voulez être certain d'avoir une bonne qualité d'ostéopathe, c'est important d'aller peut-être vérifier via Ostéopathie Québec quel ostéopathe dans votre région est membre de cette association-là. Puis ça va vous permettre d'avoir quelqu'un, au moins, vous savez, qui a la bonne base au niveau de sa formation. Donc après, moi, de mon côté, pour un peu devenir un peu meilleur, disons, je ne dirais pas experte parce qu'on n'utilise pas le mot ni experte ni spécialiste en ostéopathie, on n'est pas comme les médecins spécialistes, mais j'ai développé un grand intérêt pour la santé des femmes dans ma pratique, donc je reçois presque uniquement des femmes depuis plusieurs années. Donc, j'ai été chercher beaucoup de formations postgraduées. Fait que je suis encore tout le temps en train de me former, j'enseigne, donc ça me force aussi à me former. Donc, avec ça, ben, ça permet qu'on gagne un petit peu en expertise, si on veut, sur des sujets particuliers comme le cancer de l'ovaire ou la santé des femmes en général. Donc, on est aussi une profession qui est en voie d'obtenir une ordre professionnelle, on le souhaite. C'est quelque chose qui est sur le bureau des ministres au gouvernement depuis déjà 2, 3 ans. On souhaite juste le bon timing pour que ce soit voté puis qu'on puisse avoir un ordre professionnel, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, si j'en reviens un peu à ce que c'est que l'ostéopathie, si on va à la diapo suivante, l'objectif de l'ostéopathe, en fait, de l'approche ostéopathique, ça va être d'évaluer le corps. Donc, comme je vous disais, on va avoir beaucoup d'outils palpatoires. On va faire des tests mécaniques, on fait bouger les gens, on vérifie, OK, est-ce que le bassin bouge bien, est-ce que les vertèbres bougent bien, est-ce que les tissus semblent bien mobiles. On va utiliser différents outils palpatoires pour détecter un peu les restrictions dans la mobilité. Puis ensuite de ça, on va essayer de les améliorer. Donc, si on sent, par exemple, qu'il y a un tissu qui traque, qui semble influencer une autre partie du corps, on va essayer de gagner un petit peu de lousse, si on veut, d'améliorer sa mobilité en travaillant. Ça va être aussi une approche qui va être très, très précise. Donc, la connaissance de l'anatomie, euh, on l'étudie beaucoup, mais aussi au niveau palpatoire. On veut être précis sur des structures anatomiques pour pouvoir avoir un effet qui va être beaucoup plus bénéfique. Donc, c'est pas comme un massage, par exemple, où on va seulement aller regarder la couche musculaire. Nous, on va essayer d'aller travailler autant les fascias, les muscles, les ligaments, les os, les viscères, un peu tout ce qui peut constituer un corps et qui pourrait avoir des tensions. Donc, si on regarde un peu aussi les grands objectifs de l'ostéopathie, de ce que c'est que l'ostéopathie, ça va être vraiment de redonner une souplesse, une mobilité au tissu par des techniques qui vont être appropriées aussi et adaptées à la personne sur qui on va travailler. Donc, je vous donne un exemple. Les techniques ne seront pas les mêmes chez un nouveau-né que chez un jeune homme joueur de basket de 20 ans, que chez une femme ménopausée qui a 80 ans, par exemple. Donc, on va être vraiment dans des contextes différents. Donc, on a une grosse boîte à outils de techniques possibles, puis on va adapter les outils selon les besoins de la personne, selon plusieurs facteurs aussi, hein, le système nerveux, comment elle est cette personne-là, est-ce qu'elle est en grosse douleur? On ne va pas choisir les mêmes outils si le niveau de douleur est très intense lors de la visite chez l'ostéo. Donc, le but, c'est vraiment de ne pas irriter le système, hein. C'est vraiment plus de travailler conjointement avec le corps pour essayer de gagner et améliorer la condition de la personne qui consulte. Donc, c'est ça pour résumer, grande connaissance de l'anatomie, de la physiologie, de la biomécanique. On essaye de remettre un petit peu l'ordre. Il y avait un ancien ostéopathe qui disait qu'on était des horlogers, des horlogers du corps humain, un peu comme si on allait réajuster les petites poulies, les petites poulies pour bien que toute l'horloge fonctionne bien. Donc, ça serait un peu les définitions globales. Moi, ce que j'aime aussi à l'intérieur de ma pratique, c'est toujours de faire participer la personne que je traite, ben, qui est avec moi dans ma pièce, dans la séance. Donc, aussi de lui faire sentir les tensions pour pas qu'elle pense que je fais rien. Parce que des gens qui pensent qu'en ostéo, on ne fait pas grand-chose. Des fois, le toucher va être assez léger. Mais je vais essayer aussi d'amener la perception de la personne sur mes mains, sur finalement ce que je touche, les tissus, puis voir un peu les changements qui se produisent au fur et à mesure qu'on travaille.
je pense que ça potentialise un peu les effets, puis ça va aussi impliquer un petit peu plus ben, l'équipe qui travaille sur le corps, hein, donc la personne qui reçoit la séance et puis le thérapeute. Donc, juste si on compare rapidement un peu l'approche ostéopathique à d'autres approches comme la physio, la chiro, l'acupuncture. C'est toutes des approches connexes, c'est toutes des approches qui peuvent être compatibles dans le sens qu'on peut très bien se faire traiter en acupuncture, se faire suivre en physio ou en chiro et venir en ostéo. C'est juste qu'on ne veut peut-être pas tout faire ça la même journée, mais on peut très bien faire un peu de tout. La grosse différence, c'est qu'on n'a pas tous la même manière de travailler. Donc, en physio, la plupart des gens qui sont dans la salle doivent quand même connaître la physio. La physio, eux autres vont plus aller au niveau des exercices. Ils vont aussi avoir des techniques de thérapie manuelle, mais ils vont utiliser parfois des outils comme l'électrothérapie, la chaleur, la glace, etc. Donc, ça serait la physio. Puis au niveau de la chiro, ben, eux, ben, c'est plus les troubles neuro-musculo-squelettiques qu'ils vont vouloir adresser et diagnostiquer. Donc, c'est des approches qui sont différentes, qui sont quand même très complémentaires et qui peuvent parfois s'entraider finalement euh, dans l'atteinte des objectifs de santé de chacune des personnes. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Euh, Au niveau de l'acupuncture, ben là, ça, c'est une autre discipline aussi complètement différente là, qui va regarder plus au niveau des méridiens. Mais très souvent, les gens vont aimer bien l'acupuncture avec l'ostéopathie. Ça, moi, j'en vois beaucoup dans ma pratique qui vont voir un peu les deux. Euh, mais c'est ça. Chaque personne est libre aussi de consulter les autres thérapeutes qu'il veut. Puis ça, c'est pas un obstacle. Des fois, ça peut être aussi intéressant de partager les connaissances entre thérapeutes si jamais vous avez plusieurs personnes qui travaillent dans votre équipe pour votre mieux-être. Mais n'hésitez pas à les mettre en contact pour qu'ils puissent collaborer afin d'améliorer votre santé conjointement. Donc, pour en revenir à l'ostéopathie, hein, le sujet de notre webinaire ce soir. Donc, comme je vous disais, l'approche ostéopathique, elle est compatible avec les traitements médicaux et avec les approches complémentaires. Quand on est une pathologie comme le cancer des ovaires, c'est toujours important de valider avec l'équipe médicale, est-ce que je peux recevoir un traitement en ostéopathie? Est-ce que c'est correct de voir mon ostéopathe pour telle ou telle raison en ce moment, parce que selon dans quelle période du traitement médical que vous allez être, on veut s'assurer qu'on a l'accord de l'équipe médicale. Donc, on est complémentaire, mais on est toujours mieux de s'assurer que l'équipe est d'accord avant de manipuler une zone ou d'aller travailler. Donc, la plupart du temps, il n'y a pas de problème, mais c'est arrivé quelques situations, par exemple, où on préfère attendre, par exemple, qu'il y ait une période X de traversée avant de travailler de façon thérapie manuelle. Nous, on s'adapte aux besoins, hein. On est très versatile. Notre but, c'est d'être là pour la personne qui vient consulter. Donc, on va s'adapter, peu importe où vous en êtes dans votre approche médicale. Donc, que vous soyez pré-chirurgie, que vous soyez post-chirurgie, que vous soyez post-chimio, pendant la chimio, on va s'adapter puis on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour que les objectifs de santé soient atteints. On travaille aussi en équipe, comme je vous disais, on n'hésite pas du tout à référer. C'est important, je pense, de connaître les limites de chacune des thérapies puis de voir un peu comment on peut avancer dans tout ça. Donc, moi, personnellement, dans ma pratique, j'ai beaucoup d'alliés. J'ai des collègues en acupuncture, en physiothérapie périnéale, en physiothérapie, en masso, en- même des fois en chiro. Donc, je pense que c'est important de connaître chacun sa limite, puis de savoir diriger la personne qui nous consulte au bon endroit pour pouvoir faire évoluer l'état de santé vers le mieux-être. Ce qui est important aussi, je pense, quand on dit le mot approche intégrative, c'est aussi de penser que c'est pas vrai que l'ostéopathe va tout régler. Dans le sens que si on regarde une condition X, ben, il y a plusieurs facteurs qui peuvent aider dans le mieux-être, donc dans l'atteinte des objectifs de santé. Donc, l'ostéopathie va peut-être aider pour une partie, disons qu'on a une pizza avec plusieurs pointes. L'ostéopathie pourrait être une partie de ce diagramme-là.
il y a peut-être autre chose qui peut être fait aussi pour atteindre ces objectifs de santé. Puis, je pense que l'ostéopathe peut aider aussi à participer, à guider la personne. Donc, par exemple, je vous donne un exemple facile, juste la gestion du stress. On sait que ces événements-là, de maladie, de cancer, de traitement, c'est très, très difficile au niveau du système nerveux. Ça apporte un grand stress. Ben, juste d'avoir des outils de gestion du stress, ça peut être aussi une bonne partie de ce qui nous fait du bien. Donc, d'avoir une approche globale et intégrative, d'avoir un petit peu d'activité physique quand c'est possible, de bien manger. Donc là, je vous donne un peu des exemples d'approche intégrative, mais je pense que c'est important de regarder ça sur un point de vue global pour avoir le mieux-être le plus facilement possible, puis d'attaquer ça sur plusieurs aspects pour mieux se sentir dans notre corps. Donc, moi, je travaille beaucoup avec l'approche intégrative. Je n'hésite pas à partager des outils de gestion du stress, à essayer de supporter, d'encourager mes clientes à faire peut-être un petit peu d'activité physique, à essayer de donner des petits trucs pour pouvoir travailler sur différents facteurs qu'on peut contrôler, mais qui peuvent être des facteurs aggravants pour nos symptômes. Donc, c'est un petit peu ça qui serait l'objectif aussi au niveau de l'approche intégrative. Je vais changer la diapo. Ah. Donc, comme je vous disais, moi, dans ma journée là, typique, là, ce que je reçois, c'est beaucoup de la santé des femmes. Euh, puis, ce que ça fait, c'est que finalement, je suis rendue que je vois beaucoup d'utérus, je vois beaucoup d'ovaires, je vois beaucoup de kystes, de fibromes, de masses, de chirurgie, d'hystérectomie. Puis là, finalement, on se trouve à travailler beaucoup avec un peu la région pelvienne qui devient un peu une zone où on développe une expertise aussi au niveau des petits nerfs qui peuvent aller donner certains symptômes, des muscles qui peuvent tirailler. Donc, finalement, à force de voir beaucoup de femmes avec des problématiques pelviennes, ben, on se retrouve à améliorer notre travail local dans la zone. Mais comme je vous dis, c'est pas juste d'aller travailler la zone, on va essayer aussi d'aller voir les autres structures qui peuvent influencer la région pelvienne. Donc, si on regarde un peu les objectifs ostéopathiques, donc c'est sûr que ça va toujours dépendre de la personne qui nous consulte, hein. Les objectifs vont être variables d'une personne à l'autre. En général, ce que je vois avec les femmes qui passent à travers une situation comme un cancer de l'ovaire, qui ont eu, par exemple, une chirurgie, qui ont eu de la chimio, bien, parfois, il va rester des douleurs post-traitement. Il peut avoir différents symptômes. Donc, on peut se retrouver avec des symptômes digestifs, des symptômes de ballonnement, des symptômes de constipation, par exemple, suite à une chirurgie. On peut avoir des adhérences, on peut avoir des sensations de tiraillement dans le bassin qui vont affecter la vessie, qui vont affecter la défécation. On peut avoir aussi, ben, selon le choix de traitement qui va avoir été recommandé, mais il peut avoir beaucoup de stress, il peut avoir un système nerveux qui est très fatigué, très irritable. Donc, tout ça, c'est des raisons qui peuvent vous amener à consulter en ostéopathie, par exemple. Euh, Juste au niveau des objectifs, mettons plus moi personnellement chez une personne qui aurait eu une chirurgie, par exemple, pour reséquer les ovaires et l'utérus et tout ça, c'est sûr que moi, je vais vouloir favoriser une bonne circulation, favoriser, drainer un petit peu la région pelvienne, s'assurer qu'il n'y a pas de congestion au niveau pelvien, améliorer la digestion post-opératoire, c'est toujours difficile, par exemple. Ça peut être difficile, c'est pas toujours difficile, mais nous, avec la thérapie manuelle, on peut essayer d'aller améliorer ça. Il y a des trucs aussi qu'on peut partager avec les femmes qui ont subi des interventions pour pouvoir s'auto-soigner. Puis avec l'effet des différents traitements, bien, ça va être important d'aller voir des structures autres comme le thorax, le diaphragme, qui peuvent être toutes serrées, qui peuvent être tout tendues, qui peuvent aussi jouer dans l'équilibration un peu des pressions dans le corps. Donc, si tout est serré en haut, ben, au niveau pelvien, on se retrouve avec un surplus de pression, par exemple, qui peut venir affecter et contribuer à l'augmentation des différents symptômes locaux.
L'objectif, ça va être aussi d'aller améliorer la mobilité des tissus. Donc là, on parle de tissus, ça va dépendre de ce qu'on va trouver, mais on peut venir travailler, par exemple, les cicatrices, les fascias, euh, les viscères. Donc, quand on a des interventions comme ça, parfois, il va y avoir beaucoup d'inflammation. Donc, aller recréer du mouvement dans les structures, ça peut toujours être quelque chose qui va être favorable dans la gestion des différents symptômes. Donc, si on regarde un petit peu comment ça se déroule en ostéopathie, les séances, au départ, la première rencontre, je pense que ça peut être différent d'un ostéopathe à l'autre. Il y a certains ostéopathes chez qui vous allez recevoir un peu déjà un soin en ostéo lors de la première rencontre. Moi, je le fais un petit peu différemment. Je reçois mes clientes par Zoom pour vraiment avoir un bon historique, puis vraiment un peu prendre une bonne base des symptômes, avoir une idée objective de ce qui vous amène à consulter. Donc, je suis un peu fatigante parce que je pose beaucoup de questions à savoir, OK, ce symptôme-là, il dure combien de temps dans votre journée vous l'avez? Pour vraiment qu'on puisse voir, est-ce qu'après une, deux, trois séances, on a une amélioration? Si on n'a pas d'amélioration, mais moi, mon objectif, ça va être de trouver, OK, qu'est-ce qui pourrait vous amener une amélioration? Est-ce que ce serait de voir une nutritionniste? Est-ce que ce serait de voir, tu sais, ma collègue en physio-périnéale? Est-ce que ce serait de retourner voir votre... Mais tu sais, dans le fond, la base nous sert à évaluer un peu l'évolution des symptômes, les objectifs. Est-ce qu'on arrive à améliorer la, la santé de façon globale en diminuant les différents symptômes? Ce serait ça qui serait finalement l'objectif, mais le but, si on a une bonne base avec des bonnes collectes de données initiales, bon, on sait un petit peu plus où on s'en va, puis on peut plus référer aux bons besoins si jamais on n'a pas de succès en ostéopathie. Euh, donc, dans la première rencontre aussi, on peut s'attendre à avoir beaucoup de questions médicales sur les autres systèmes de notre corps, sur les différents accidents qu'on a eus, les fractures, les entorses, les foulures, les chutes sur le coccyx, les commotions cérébrales, les différentes chirurgies qu'on a déjà subies. Donc, c'est des questions générales que l'ostéopathe va vous demander lors de la première rencontre pour vraiment avoir une idée de qui est votre corps avant d'être atteint du cancer, avant d'avoir une chirurgie, avant d'avoir la chimio. Il y a eu quoi comme impact? Puis là, on part de ça, puis on regarde un peu parce que c'est sûr que les traitements en cas de cancer des ovaires, selon les traitements qui vont être recommandés, vont avoir un impact différent sur chaque personne parce qu'on arrive tous avec un background différent, avec un corps qui a eu des tendances à être dans telle posture, à avoir telle chose, telle chose. Donc, qui a vécu aussi différents accidents, différents traumas. Donc, nous, on insiste beaucoup à savoir un petit peu comment c'était avant, c'est quoi votre historique de santé, quelles sont vos autres conditions de santé avant de travailler sur le corps pour avoir une bonne vue d'ensemble. Donc, comme je vous disais, la première rencontre, on peut des fois recevoir une séance d'ostéo ou pas selon qui vous allez consulter. Donc, les deux possibilités sont là. Au niveau du déroulement des séances, ça va se faire dans le fond dans un cabinet. Donc, chacun va travailler en général sur une table d'ostéopathie là, qui peut ressembler à une table de massage, mais qui va être un petit peu plus étroite, qui va nous permettre de pouvoir vraiment travailler à différents endroits sur le corps. Euh, il y a des gens qui vont préférer travailler, mettons des ostéopathes qui vont préférer travailler avec les clients en sous-vêtements pour pouvoir bien voir. Il y a des gens qui vont vous demander de garder vos vêtements. Donc, c'est pas hors du commun de voir un ostéopathe qui va peut-être vous recommander de vous apporter un petit short avec un top sport. Dans le fond, la raison de ça, c'est parce que c'est pas qu'on veut absolument voir tout le corps, mais c'est aussi quand on travaille la région pelvienne, par exemple, en thérapie manuelle, puis qu'on a un gros élastique, par exemple, on a un legging très épais ou quelque chose comme ça, ben, c'est plus difficile d'être précis au niveau de la région pelvienne parce que les structures vont être cachées un peu derrière l'élastique. Donc, moi, comment je travaille dans mon bureau, puis c'est différent d'un ostéopathe à l'autre, c'est que souvent, je vais demander aux clientes de se mettre soit en sous-vêtements, de porter un petit short, puis quand ils sont couchés sur la table, je vais les couvrir d'un drap, puis je vais souvent m'assurer qu'il n'y a pas de gros élastiques dans le chemin, donc ils sont cachés sous le drap, donc ils ne sont pas exposés, elles n'auront pas froid nécessairement. Le but, c'est que vous soyez confortable. Donc, on veut profiter de ce temps-là, on prend un temps pour nous, on prend un temps pour améliorer notre santé. Le but, c'est d'être confortable et de pouvoir relaxer. Donc, s'il y a un stress parce que vous avez froid ou parce que vous êtes gêné d'être en sous-vêtements, ben, ce n'est pas thérapeutique. Donc, le but, c'est vraiment que tout ça, ce soit fait de façon optimale.
Au niveau du déroulement de la séance, souvent, il va y avoir des petits tests qui vont être faits debout, donc mécanique, regarder un peu le bassin, comment les pieds sont positionnés, les hanches, tout ça, le dos, on va faire dérouler un peu la colonne vertébrale, on va faire différents mouvements pour un peu, nous, se faire l'œil sur les grandes zones qui sont un peu moins mobiles. Fait que des fois, on va regarder juste visuellement, parfois, on va toucher le bassin et toucher le dos en même temps. Donc, il y a souvent une petite partie de l'évaluation qui va se faire debout. Ensuite, une petite partie assise où on va faire d'autres tests de mobilité. Puis ensuite de ça, la majeure partie de la séance, en général, va se passer couché. Donc, on peut faire des fois coucher sur le ventre, coucher sur le dos, coucher sur le côté, selon ce qu'on veut travailler. Euh, puis, comme je vous expliquais, ça peut être très variable les zones qu'on travaille. On n'a pas une recette qui va s'appliquer, disons qu'on dit une catégorie gynéco, une catégorie cancer de l'ovaire, une catégorie fibromutérin, catégorie grossesse. On est vraiment dans une approche qui va être unique à chaque personne qui nous consulte et chaque journée va être différente. Vous venez me consulter pendant, tu sais, un an à tous les mois, on ne fera pas souvent la même chose parce que, tu sais, votre corps évolue, les tensions changent. Fait que le but, c'est vraiment un peu d'aller enquêter sur le corps puis trouver ce qui tire, ce qui peut nous aider à un peu démystifier le symptôme en défaisant un peu les tensions qui pourraient entraîner ce symptôme-là. Donc, ça va varier l'approche qu'on va choisir, les outils qu'on va choisir selon, comme je vous expliquais, qui est sur la table. Selon l'état aussi, si vous venez d'avoir une chirurgie, vous êtes tout en douleur, il y a des cicatrices fraîches, on ne va pas faire la même chose que si ça fait un an que vous avez eu la chirurgie, par exemple. Là, on peut beaucoup plus aller mobiliser les tissus. Donc, c'est aussi de s'adapter selon l'état de la personne qui est sur la table. La durée des séances, en général, ça va durer soit 45 minutes, une heure, selon qui vous consultez. Donc, c'est à peu près ça le temps des séances. Vous pouvez toujours vous informer sur la personne que vous allez consulter, comment ça fonctionne pour ce thérapeute-là. Et puis, au niveau de la durée dans le temps, mais ça, c'est variable, hein. Moi, j'ai des femmes qui viennent me voir, mettons, à tous les mois, une fois par mois, parce qu'elles sont atteintes d'endométriose. C'est une maladie chronique. Puis, de venir à l'ostéopathe, ça leur crée un peu plus d'espace dans le ventre, ça les aide au niveau de la digestion, au niveau des douleurs. Il y a des femmes que je vais voir 3 fois parce qu'elles viennent pour un problème X et après, je ne les vois pas pendant un petit bout de temps, puis elles reviennent parce qu'elles ont un autre problème. Donc, chaque personne va encore être unique dans son plan de soins à plus long terme, donc, selon les objectifs aussi. Puis il y a des femmes qui viennent consulter aussi juste parce que ça leur fait du bien. Donc, il n'y a pas tout le temps de composante, OK, je veux adresser un symptôme, c'est ça qu'on fait. Donc, il y a des femmes qui viennent, ah, ben finalement, j'avais besoin d'un petit check-up. Donc, on peut faire des check-ups aussi en ostéopathie selon les besoins qui sont présents. Ensuite de ça, au niveau de la réaction à la séance, ça, c'est variable aussi. Donc, c'est sûr que plus quand on travaille, des fois, en ostéopathie, les gens vont penser qu'on ne fait pas grand-chose, mais étant donné qu'on a une bonne précision en général sur les structures, ça va travailler plus que ce que vous attendez. Donc, souvent, les femmes, oh non, moi, je suis tough. Moi, je me fais souvent dire ça, là. Non, moi, je suis tough. Vas-y, vas-y, faut que ça se fasse. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec le je suis tough, il faut que ça se fasse. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment respecter les tissus et respecter la réaction du corps, parce qu'on ne veut surtout pas que ça devienne quelque chose de négatif. Ça arrive parfois qu'après une séance d'ostéo, les gens vont être un peu plus mal, ils vont être plus en douleur ou plus irrités, ils vont se sentir très fatigués. Donc ça, c'est très important de le rapporter à votre thérapeute parce que le but, c'est pas tout le temps répéter cette erreur-là. C'est pas nécessairement une erreur, mais c'est que des fois, on apprend aussi que pour cette personne-là, on doit modifier notre approche, on doit changer notre paire de lunettes pour faire évoluer les choses sans créer d'irritation. Donc, les réactions sont possibles. Ils ne sont pas tout le temps là non plus. Des fois, il n'y en a pas tout le temps, vraiment pas tout le temps. Mais moi, j'avertis toujours les clients, mais prenez note de ce qui s'est passé 24 heures, 48 heures après. Est-ce que tout était beau? Comment ça s'est, des répercussions? Est-ce qu'il y a des choses positives, des choses négatives? Puis, en général, ce que j'entends, c'est mais j'étais vraiment fatiguée. J'ai très bien dormi. Ah, ça brossait un petit peu dans mon ventre, mais en bout de ligne, le lendemain, j'étais mieux. Donc, c'est le genre de commentaires qu'on peut entendre suite à une réaction. Ensuite de ça, je vais changer la page. Je vous ai préparé une petite histoire de cas, un peu juste pour vous montrer comment ben, les gens, c'est une histoire que j'ai reçue dernièrement. Puis je pense que c'est intéressant pour vous peut-être de connaître
un peu l'ampleur de l'approche ostéopathique quand on a une condition comme un cancer. Donc, c'est l'histoire de Clara, qui est une femme de 40 ans qui vient de subir une hystérectomie avec ovarectomie, salpingectomie. Donc, on a tout enlevé dans la région pelvienne à cause d'un cancer. Donc, Clara se présente 6 semaines post-opératoires dans mon bureau. Euh, Puis là, ben, elle vient parce qu'elle a entendu parler que, bon, je travaillais beaucoup avec les femmes, puis que j'avais beaucoup d'intérêt pour la région pelvienne et tout ça. Donc, quelqu'un l'a référé à moi. Puis là, finalement, ce qui se passait avec Clara, c'est que post-op, au niveau des cicatrices, ça allait bien, pas trop de douleur. Par contre, constipation extrême suite à la chirurgie, ben extrême, disons bonne constipation avec hémorroïdes, avec fissure anale. Euh, Puis tout ça, ben, ça a fait que Clara a développé beaucoup de tensions musculaires dans la région pelvienne, dans le bas du ventre, parce que là, elle se sentait très gonflée. Le périnée, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est l'espèce de hamac qui soutient nos organes au niveau du bas de notre corps, ben, il s'est un peu tout tendu parce que lui, il retenait. Donc là, c'est rendu qu'il y a de la constipation, mais là, le périnée est comme tellement engagé qu'on a de la misère à évacuer. Puis ensuite de ça, ben, on top of that, beaucoup de stress parce que, bon, on attend des résultats, on veut savoir si ça va être quoi la suite des traitements, puis tout ça. Ben là, faire la mâchoire la nuit devient tellement tendu que la mâchoire devient problématique, tension dans le cou, migraine. Donc, je pense qu'on peut facilement s'imaginer que parfois la chirurgie ne va pas avoir beaucoup d'effet. Comme je vous disais, il y avait un background derrière avant d'avoir le diagnostic de cancer et avant d'avoir les interventions. Mais pour Clara, c'est comme ça que ça s'est abouti, 6 semaines post-opératoires. Donc, finalement, en ostéopathie, on a tenté d'adresser toutes ces raisons-là, un peu d'améliorer la digestion. Comment on peut faire? Les petits conseils sur la posture, sur la toilette. Comment on fait pour bien positionner, pour aller déféquer sans devoir forcer tout le temps? Comment on peut travailler les intestins pour améliorer le transit? Puis là, ben, c'est sûr qu'on peut référer à d'autres. Je pense que j'ai référé Clara à la nutritionniste. Donc, tu sais, on peut regarder ça de façon globale, mais dans la thérapie manuelle, nous, on a beaucoup travaillé le bassin, les viscères, la digestion, les intestins. Finalement, on est allé assouplir le périnée, on est allé assouplir un petit peu la pression dans son ventre, on est allé travailler son diaphragme. Puis au niveau de toutes les tensions ici, ben, c'est sûr qu'à force de serrer, il s'est développé beaucoup de compression entre les structures articulaires, tous les muscles du cou qui étaient tendus. Donc, on a fait des relâchements myofaciales pour essayer d'améliorer un peu le confort de Clara, qui n'était plus en danger, mais qui avait beaucoup de symptômes qui finalement ont été tranquillement, après quelques séances, améliorés et résorbés. Donc, c'est un petit peu un exemple, tu sais, de ce que l'ostéopathie peut faire, disons, pour une histoire de cas. Après, il y a plein de variantes, il y a plein d'autres possibilités, mais c'est un peu ce que j'avais envie de vous montrer un peu aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de recette. C'est pas, l'ostéopathe n'a pas une recette préconçue de dire pour telle chose, je vais faire ça, ça, ça. Donc, c'est vraiment un rôle un peu exploratoire, d'enquête sur votre corps, essayer de trouver la source ou les sources des petits différents symptômes. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est l'importance de rementionner le fait qu'on doit s'adapter comme thérapeute. Donc, selon où vous en êtes dans votre progression de la maladie, est-ce que vous êtes 1 an après, tout va bien, puis vous voulez juste un check-up, ou vous êtes dans le creux de la chimio, de la période plus difficile, ou, tu sais, je pense qu'on va vraiment essayer de s'adapter selon l'état dans lequel vous êtes quand vous venez consulter pour pouvoir répondre le mieux possible à votre besoin, puis essayer de vous aider à vous supporter pour que vous sentiez mieux finalement avec les différents symptômes. Donc, je pense que ce sera peut-être le moment de faire des questions. J'avais peut-être juste une dernière diapo. Ben, pour ceux qui sont à Montréal, si jamais vous avez besoin d'un ostéopathe, vous pouvez toujours consulter à la clinique où je pratique. À notre clinique, on a acupuncteur, on a physio, on a ostéopathe, on a physio périnéal, on a hypno. Donc, ça aussi, c'est une approche intéressante des fois pour un peu aller apaiser le système nerveux.
Donc, ça ressemble à ça. N'hésitez pas à googler Clinique Caméra Musée à Outremont. Euh, Très facile à se stationner pour ceux qui sont de Montréal. Donc, c'est ça. Je vais fermer le PowerPoint pour qu'on puisse voir si jamais. Ben, est-ce que c'est correct si on passe aux questions ou Elisabeth? Oui, on peut commencer avec tes questions. Ben, il y avait une question. Veux-tu peut-être me reparler de la question pour que tout le monde entende la question que tu avais reçue à l'avance? Oui. Je voulais dire comme merci, Claudia, avant qu'on commence les questions. C'était très informatif et bien détaillé. J'ai beaucoup appris sur la globalité de l'ostéopathie et l'objectif de rétablir l'harmonie mécanique du corps et d'augmenter la mobilité de tous les tissus. Et le rôle de périnée dans le corps, c'est très important. Et je suis certaine que notre public à la maison a aussi apprécié votre expertise et conseils. Merci beaucoup. Et maintenant, on peut commencer avec la question. Pour une personne qui aurait reçu plusieurs traitements de chimiothérapie et qui souffre de neuropathie, est-ce que l'ostéopathie peut être aidante? Par exemple, la mauvaise circulation sanguine cause de plus en plus de pertes de sensibilité aux pieds et peut causer des pieds froids pendant une bonne partie de la journée. Oui. Mais là, ça dépend toujours, tu sais, qu'est-ce qui a causé la mauvaise circulation sanguine. On sait que des fois, avec la chimiothérapie, il va y avoir une atteinte. Parce que là, ça, c'est pas la même question que tu avais reçue, hein? Elisabeth, ça, c'est une autre question. Oui, oui, c'est ça, OK, c'est ça. parfait. Parfait. C'est sûr qu'au niveau circulatoire, tout dépend toujours de la cause. C'est sûr que si c'est des tensions musculaires qui vont entraîner la mauvaise circulation, oui, on peut agir. Après, si c'est un problème vasculaire pur, ben là, on a peut-être moins d'effets directs. Fait que ça va toujours dépendre un peu de ce qu'il y a de caché derrière la condition. Je pense que de façon générale, ça vaut la peine d'essayer puis de voir ce qu'il y en est. Puis, si après quelques séances, on n'a pas de différence, ben non, c'est peut-être pas l'approche pour vous. Il y a peut-être autre chose qui serait plus pertinent. Mais on ne le sait pas tout le temps à l'avance. Tu sais, par expérience, en général, c'est rare qu'on change rien dans les symptômes des gens. Tu sais, 0, 0, 0, là, ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même pas la majorité. Donc, la plupart du temps, on va avoir des effets. Est-ce que ça va être un effet à 100%, à 80, à 50? Difficile à dire à l'avance. Je pense qu'il faut essayer pour voir un peu ce qu'il y en est. Là, je vois dans le chat, est-ce que je peux lire dans le chat? Ou Oui, bien... oui, oui, on a Oui. reçu OK. quelques-uns. Donc, il y a quelqu'un qui demande, j'ai consulté un ostéopathe 2 fois dans ma vie. Pourquoi à chaque fois, j'ai trouvé l'approche un peu ésotérique? Je comprends à 100%. C'est vrai que l'ostéopathie peut paraître ésotérique, puis c'est vrai qu'il y en a qui sont plus ésotériques. Donc, des fois, ça vaut la peine, si vous voulez consulter un ostéopathe, de prendre le téléphone, de voir, OK, quelle est votre approche, ou d'y aller par référence avec des gens que vous connaissez qui ont été satisfaits, qui ont vu de bouche à oreille. Parce que, tu sais, selon la branche que l'ostéopathe a pris, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent paraître très, très ésotériques. Moi-même, ça m'est arrivé de ne pas être satisfaite, de sortir de chez un ostéopathe et de me dire, mon Dieu, non, ça n'a pas du tout. J'avais mal à la hanche, il n'a pas regardé ma hanche, j'ai trouvé ça un peu plate, par exemple. Mais oui, en fait, la question, c'est j'ai consulté un ostéopathe 2 fois dans ma vie. Pourquoi à chaque fois j'ai trouvé l'approche un peu ésotérique? Fait que là, je me demande si ça, c'est la même ostéopathe ou si ça vaut peut-être la peine de regarder un peu d'autres approches. C'est ça. Ça serait ma meilleure réponse. Encore une fois, revenir à Ostéopathie Québec. Mais Ostéopathie Québec ne garantit pas que cet ostéopathe ne va pas avoir pris une branche un peu parce que la formation de base est souvent assez similaire, très mécanique et tout ça. Mais après, il y en a qui vont prendre des tendances un peu plus dans différents champs post-gradués qui pourraient paraître plus ésotériques, qui pourraient convenir très bien à certaines personnes, mais pas convenir à d'autres personnes. Donc, moi, le meilleur conseil que j'aurais à vous faire, c'est peut-être d'appeler l'ostéopathe, de demander un peu les questions, comment vous travaillez, est-ce que vous travaillez plus mécanique, est-ce que, tu sais, puis déjà de voir, ou bien sur les sites Internet, des fois, on a des petites descriptions un peu de comment les gens vont pratiquer, puis ça peut vous donner des indices euh, pour trouver quelqu'un qui correspondrait plus à vos besoins. Donc, deuxième question, est-ce qu'il y a une formation particulière qu'on doit rechercher chez un ostéopathe pour voir si il ou elle s'y connaît avec le cancer de l'ovaire?
Mais encore une fois, nous, on n'a pas de formation spécifique, disons, cancer de l'ovaire. Après, c'est sûr que les ostéopathes, on va vraiment faire le tour un peu. La formation de base va couvrir les grandes lignes, va dire, OK, tu sais, euh, pour un cancer général, on va regarder ça, 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 mais comme je vous dis, on n'a pas une recette qui s'applique. Fait qu'il n'y aura pas une formation qui va être plus spécifique là, pour une condition particulière. Par contre, c'est sûr que si vous voyez un ostéopathe qui ne traite pas du tout, mettons, la santé des femmes, bien là, ça peut être un peu particulier. Mais je ne pense pas qu'on pourrait dire qu'il y a une formation vraiment pour ça. Ça va être les ostéopathes qui sont intéressés à la santé des femmes. Euh, qui vont avoir peut-être plus de connaissances sur le sujet. Encore là, c'est pas, je pense que je reviens encore au fait peut-être de les contacter dans votre coin, voir un peu ce qui existe, parce qu'on n'est pas non plus, c'est pas comme, disons, on va aller voir un gynécologue. Un gynécologue, il va avoir l'étiquette de spécialiste en gynécologie, mais nous, on n'a pas le droit de dire qu'on est plus spécialiste en une chose ou en une chose. C'est pas quelque chose qui est accepté, disons, dans le monde de l'ostéopathie, même comme infirmière. Je pense qu'on ne peut même pas dire qu'on est experte en quelque chose. Euh, donc, c'est ça. C'est touchy. Malheureusement, je n'ai pas une réponse facile de dire quelle formation serait pertinente. C'est encore une fois d'aller par référence. Si vous avez justement dans le regroupement des femmes qui ont consulté des ostéopathes qui vous ont parlé de ça, ben, ça peut être intéressant d'aller consulter les mêmes. Mais je sais que vous êtes un peu partout au Québec, là, donc c'est peut-être pas si évident. Sinon, à regarder avec Ostéopathie Québec. Appelez-les, puis voyez un peu quelle est leur expertise. Nous, on a souvent des gens qui appellent au secrétariat puis qui posent des questions, puis des fois, ils ne prendront pas rendez-vous à notre clinique, ils vont aller ailleurs, puis c'est correct dans le sens qu'il faut avoir, des fois, il faut chercher un petit peu avant de trouver la bonne personne. As-tu des références en Outaouais? Bonne question. J'ai-tu des références en Outaouais? En Outaouais. Faudrait regarder sur Ostéopathie Québec, qu'est-ce qui se fait, qui est en Outaouais, puis, mais peut-être, moi, je peux laisser mon Facebook, là, ça ne me dérange pas si vous m'écrivez, puis vous m'envoyez le nom de l'ostéopathe que vous avez trouvé, puis je peux faire une petite recherche, puis vous dire un peu si ça serait une personne adéquate pour vous. Je sais Oui, pas. on peut toujours envoyer un courriel après avec... Oui, peut-être ça, ça serait une bonne idée parce que moi, ça me fait plaisir de vous aider à trouver quelqu'un qui répondra à vos besoins. Parce que là, vite comme ça, là, par cœur, on the spot, non, j'ai pas personne en Outaouais, mais je suis sûre qu'il y en a, mais c'est juste que j'arrive pas à vous en nommer en ce moment. Il faudrait que je regarde un peu dans mes contacts. Une bonne idée. Là, je pense que On a une dernière question. On a encore un petit peu de temps. oui. Oui, c'est faut-il une ordonnance médicale pour aller chez un ostéopathe? Et est-ce que le traitement en ostéopathie sont généralement couverts par les assurances et quels sont les coûts approximatifs par séance? Oui, ben, très bonne question. Ça serait tellement le fun si c'était couvert par l'assurance maladie. Ça serait extraordinaire, mais malheureusement, ça ne l'est pas, comme la physiothérapie ne l'est pas, comme l'acupuncture ne l'est pas, comme la chiro ne l'est pas. C'est un service privé, malheureusement. La plupart des assurances collectives vont avoir un forfait ostéopathie, donc il faut s'informer à nos assurances qu'est-ce qu'ils couvrent, combien qu'ils couvrent. Donc, ça aussi, moi, ça fait partie des paramètres que je vais essayer un peu de vérifier avant de donner 10 rendez-vous, voir, OK, c'est quoi votre situation par rapport au budget? Est-ce que, tu sais, comment vous voyez ça? Parce qu'il y a toutes sortes de gens, il y en a qui sont prêts à investir beaucoup plus que d'autres dans leur santé. Fait qu'avant de faire un plan sur plusieurs, ou tu sais, avant de comme redonner un rendez-vous 2 semaines après, on va discuter un peu comment vous voyez ça, vous, la suite des choses. Le coût par séance, ça va être variable selon qui vous allez voir, selon la région aussi, parce que je pense qu'à Montréal, c'est quand même peut-être un peu plus cher qu'en région. Donc, en général, ça va être, mettons, entre 80 au minimum et peut-être 120, 130 au maximum. Puis là, il y a des taxes, il faut charger des taxes en ostéopathie. Ça fait 2 ans que le gouvernement nous a demandé de commencer à charger des taxes. Fait que c'est sûr, ça a changé un peu les prix parce que, tu sais, le prix, mettons, 80, ben, c'est 80 plus taxes maintenant. Donc, c'est ça. Puis, fait que ça ressemble à ça. Les prix, il y a aussi les écoles, des fois, qui offrent des traitements à moindre prix si le budget, c'est une limite.
Donc, par exemple, le CEO, le Collège d'études ostéopathiques de Montréal, si vous tapez sur Google, vous pouvez trouver. Les autres, je pense que c'est comme 40 ou 50 la séance. Donc, ça peut être des options aussi, ils sont supervisés par des professeurs. Donc, à voir. Je crois qu'on a une autre question. C'est à propos de YouTube pour les impôts. Ah oui, OK, je la vois pas celle-là, mais oui, oui, c'est quelque chose on peut ramasser les reçus puis le mettre dans les frais totaux médicaux. Effectivement, c'est quelque chose qui peut être déductible d'impôt. Je pense que c'est après un certain nombre d'argent, il me semble, là, mais je ne suis pas fiscaliste du tout, là. Je ne suis pas spécialiste en impôt, mais oui, j'ai des clients en tout cas qui me disent qu'ils gardent des reçus pour l'impôt quand ils n'ont plus d'assurance, par exemple. C'est excellent. On a encore un petit peu de temps si jamais vous avez d'autres questions. Sinon, on en a quelques-unes de prêtes. Je vous laisse une minute pour vérifier. Ben, en attendant, on peut peut-être parler, ben, tu sais, tu m'avais parlé de la question que tu avais reçue par rapport aux douleurs neuro en lien avec un traitement de chimio. Des fois, les sensations neuropathiques dans les membres, dans les extrêmes, soit les pieds ou les mains. Est-ce que c'était ça la question, hein? Oui, si l'ostéopathie peut aider quelqu'un qui souffre de neuropathie après Ouais. plusieurs traitements de chimio. Ouais. Mais ça, j'aimerais ça vous dire oui, là, parce que ça a tellement pas l'air évident de vivre avec les neuropathies. Je suis justement j'ai reçu une femme dernièrement qui souffre de ça, puis on essaye fort. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'après la séance, ça se sent mieux, mais on n'a pas eu encore d'effet à long terme. Sauf que quand on regarde un peu sur les neuropathies, on sait que ça peut évoluer un peu dans le temps, surtout la première année. Fait qu'on continue à essayer. De toute façon, comme je vous dis, c'est une approche qui regarde tout le corps. Fait qu'on travaille d'autres petites affaires dans son corps. Dans son cas, elle, c'est un cancer du sein, donc on travaille la cicatrice, on travaille tout le thorax qui a été beaucoup pris, coincé, on travaille la tête, le mâchoire. Mais c'est sûr qu'au niveau des membres inférieurs, j'essaie de travailler le trajet des nerfs, essayer de voir si je ne peux pas améliorer ça. Mais pour l'instant, pas de grosse différence sur ce symptôme-là. C'est très important Ben, d'avoir. j'aurais aimé ça vous dire oui, là, ça serait vraiment cool, mais malheureusement, à date, c'est des soulagements qui sont temporaires qu'on a réussi à avoir. C'est bien d'essayer au moins pour voir comment ça. Ouais, comme, tu sais, je pense qu'étant donné qu'il y a d'autres bienfaits à la séance, la dame, elle veut continuer à venir parce que ça lui fait du bien globalement. Tu sais, quand on sort d'une séance d'ostéopathie, on a envie de faire OK, wow, je me sens vraiment mieux. Fait que globalement, même si, tu sais, je pense que des fois, il y a des zones qu'on ne se pense pas qui vont nous faire du bien de travailler, mais finalement, quand on a fini, moi, mon objectif, c'est que les gens, quand ils se lèvent debout après, là, sont contents. Ils sont comme, oh, wow, OK, vraiment, ça fait du bien. Fait que c'est sûr que l'approche globale va apporter des fois ce bien-être-là, qui va être peut-être minimisé, le symptôme local pour lequel on venait au départ. Mais c'est ça, les neuropathies, je pense que c'est un des gros défis post-chimio, effectivement. OK. Je crois qu'on a bien couvert les questions. J'en ai un autre. C'est quoi les procédures s'il y a des effets secondaires après un traitement? Bonne question. Euh, ben, dans le fond, les procédures, je pense encore une fois, ça va varier d'un thérapeute à l'autre. Moi, ce que je demande, j'explique que ça se peut qu'il y ait des petites choses qui se passent. Souvent, je vais comme je vais nommer quelques trucs qui pourraient arriver. Donc, déjà, bon, ils ont conscience que ça peut arriver. En général, je ne suis pas inquiète qu'il y ait une grosse affaire. Tu sais, je ne suis pas inquiète qu'il y ait comme qui veulent aller à l'urgence, par exemple, parce qu'ils ont eu une séance d'ostéo puis qu'il y a quelque chose qui est vraiment mal viré. Ça m'est jamais arrivé d'être inquiète. Mais des fois, quand je travaille sur quelqu'un, ça peut m'arriver de dire, ouais, là, on a travaillé fort, tu sais, il y a eu beaucoup de manipulations. Ça se peut que tu sentes que ça travaille, que tu sentes des, tu sais, prends-en note, mais c'est sûr que je laisse des fois dans ces cas-là, tu sais, un contact. C'est sûr, si je traite le vendredi à 5 heures, au moins ils peuvent me rejoindre. Moi, tous mes clients, ils ont mon courriel, donc ils peuvent m'écrire un courriel, puis si jamais quoi que ce soit, tu sais, je réponds pour au moins les rassurer. Mais en général, des fois, ça arrive qu'on prend le téléphone, tu sais, je vais les appeler pour m'assurer que tout est sous contrôle. Mais
c'est ça. Moi, ce serait ma procédure à moi. Après, les autres thérapeutes, je ne sais pas tous comment ils fonctionnent. C'est ça. Excellent. Avant qu'on termine, s'il y avait d'autres questions, c'est le moment. Il y avait aussi le diapo de vos informations, je crois, Ouais, mais je Facebook ne sais pas. et Attendez un peu. Je vais fermer le chat. Je vais voir si ça marche. c'est la dernière. Et là, hein, c'est ça, mais je n'arrivais pas à changer. C'est celle-là la dernière pour toi? Il y en avait une autre pour toi? Ah, Oui, c'est celle-là. donc vous pouvez me contacter. Pardon. J'ai eu un hoquet carabiné juste avant de venir. Là, j'étais super stressée parce que je n'avais pas envie d'avoir le hoquet pour la conférence. Donc, excusez-moi. Donc, vous pouvez me contacter sur Facebook. C'est le premier en haut, là, Claudia Bélan, infirmière ostéopathe. Ou sinon, si vous avez Instagram, je ne sais pas, c'est pas tout le monde qui a Instagram ou Facebook, mais en tout cas, ça peut être une manière de me contacter. Sinon, vous pouvez contacter via la clinique Camille Musi. Ils vont me faire le message si jamais vous avez besoin d'informations plus précises sur quoi que ce soit. Excellent. On a encore 5 minutes. Une petite question. Si on n'a pas vraiment de symptômes, est-ce que un ostéopathe peut découvrir des tensions ou d'autres qu'on ne voit pas? Ouais, c'est ça que je disais. J'ai beaucoup de clientes qui viennent en check-up. Donc, souvent, ce que j'entends classique à toutes les fois, ah ben, je suis pas venue pour rien. Donc, tu sais, c'est impossible qu'on trouve rien sur un corps. C'est impossible. En même temps, il ne faut pas virer fou, se dire, il faut que j'aille au ostéopathe aux semaines parce que je veux faire de la prévention. Tu sais, il faut trouver un petit peu la routine. Tu sais, ça dépend aussi de ce que vous faites, ça dépend de tu sais, vos tensions, de vos challenges, tout ça. Tu sais, moi, par exemple, je suis thérapeute manuelle, donc je suis souvent dans des positions, je fais beaucoup de sport, je suis très active, j'ai mes enfants, tout ça. Donc, en ce moment, moi, je me fais traiter à peu près aux 2 mois, que je sois bien ou que je sois mal, dans le sens que c'est un check-up, puis on trouve tout le temps des choses. C'est un peu comme une maintenance. C'est un peu comme on va faire nos cheveux, ou on va faire checker la voiture, par exemple. Donc, ça va être oui, on peut faire de la prévention, on va découvrir des tensions tout le temps. Puis on va essayer d'améliorer la mobilité de façon générale, aussi de façon préventive, avant, disons, que le sciatique bloque. C'est ça, c'est un classique, là. Les gens qui ont tendance à faire des sciatiques, ils vont venir un peu des fois en préventif, puis là, on va comme dégager, puis on va se rendre compte que, ah ouais, ok, c'était une bonne idée d'avoir dégagé parce qu'on n'était pas loin. On va retrouver le bassin un peu croche, on va trouver des tensions. Puis là, le sciatique, il n'a pas encore sorti, mais il aurait pu sortir n'importe quand juste avec tout le pattern en mettant une chaussette, par exemple. Excellent. Je crois que c'est tout le temps pour ce soir. Je voulais vous remercier encore une autre fois, Claudia, pour partager votre temps et expertise avec nous. Et merci à vous tous d'avoir été des nôtres ce soir. Des petites remarques, Claudia, avant qu'on termine? Ben, moi, j'aurais aimé ça vous voir, mais bon, je ne vous vois pas. Fait que je voulais juste vous dire que ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Je suis tout cœur avec vous. Puis, n'hésitez vraiment pas, là, si vous avez des questions, puis vous étiez gênés de le poser dans le chat. Ça va me faire plaisir de vous répondre, soit sur Facebook ou sur Instagram, ou vous pouvez contacter la clinique sans problème. Pour ceux ou celles qui voulaient se trouver un ostéopathe qui n'était pas sûr de comment procéder, ben, Ostéopathie Québec, qui va vous donner une liste de tous ses membres à vérifier selon votre région, puis peut-être les contacter. Vous pouvez toujours aussi m'envoyer un petit mot, dire, écoute, dans ma région, il y a telle personne, est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que, tu sais, je connais pas tout le monde, mais je connais quand même une bonne partie disons, des thérapeutes, pas toutes, mais une petite partie. Donc, ça me ferait plaisir de pouvoir vous supporter avec ça. C'est bien. Excellent. Merci beaucoup, Claudia. Je vais passer juste des petits moments pour un lien vers le sondage. Vos commentaires sont extrêmement précieux et nous vous demandons de prendre quelques minutes pour remplir un court sondage sur la conférence de ce soir. Dans le chat, vous trouverez un lien vers ce sondage. Vos commentaires nous aideront à façonner les futures séries de conférences. Finalement, joignez-vous à nous pour notre prochaine conférence qui sera le 14 mars à midi, le retour au travail suite au cancer avec Mélina Ladouceur. Et nos prochains événements, Thé Turquoise le 29 février et Wellspring, groupe de soutien de cancer de l'ovaire Canada, le 11 mars. Au nom de toute l'équipe de Cancer de l'ovaire Canada, je vous remercie encore une fois de vous être joints à nous et je vous souhaite une excellente soirée.
et bonne nuit. Merci beaucoup, Merci, au Claudia. revoir.